C'est ça. Alors, est-ce qu'on sait comment elles étaient réalisées, ces inscriptions? Oui, on a étudié très précisément leur fabrication. Les hommes trouvaient dans la montagne, sur place, des silex, blocs de quartz. Ils apportaient avec eux du silex, du cristal de roche. Alors, ils commençaient par dessiner le contour de la gravure par un trait très fin. Puis, mais gravé quand même. Très fin gravé, oui, mais très fin, qui était le contour. Et puis, avec un petit percuteur de quartz, une pointe de quartz de la montagne, ils faisaient des petites cupules en pression-rotation, et puis après, ils comblaient la surface avec des cupules jointives juxtaposées de la même profondeur. C'est-à-dire que ce travail, cette technique, ce n'est pas n'importe quoi. Ça correspond à un savoir-faire, à une technique, à un enseignement transmis. C'est la raison pour laquelle nous pensons que ces gravures ont été faites par des initiés. Elles ont été faites selon un rituel précis. Et Henri de Lemelay, vous continuez à chaque année, explorer chaque été, oui, parce que maintenant nous avons tout relevé, mais parfois on voit des gravures on trouve de nouvelles ou des compléments qu'on n'avait pas bien vus. Par exemple, vous avez ces personnages qui font jaillir l'une de rocher, comme Moïse dans le mont Sinaï. Bien, nous avions repéré depuis longtemps le personnage qui tient le trou, la ligne sinueuse qui sort du trou, mais nous n'avions pas remarqué que certaines de ces trous avaient l'arête qui avait été bouchardée. Vous voyez. Merci Henri de Lemelay d'être venu nous parler de votre contribution sur le mont sacré, le mont Bégaud dans les Alpes-Maritimes, contribution donc à l'ouvrage collectif publié sous la direction de Julien Ris et consacré donc aux montagnes sacrées et publié par les éditions du CNRS. Demain, je m'entretiendrai avec Hélène Théry d'un ouvrage collectif également, imposant ouvrage consacré à la licence Histoire, Culture et Pratique d'aujourd'hui. C'est publié par Albin Michel. Et en première partie, Toufik Hakem reçoit François Desgrandchamps et Claire Kurt pour les lettres gourmandes des terres lointaines et d'outre-mer. C'est publié à la Martinière. À plus d'un titre, Céline Leclerc, Toufik Hakem, Jacques Munier. À la technique aujourd'hui, Alexandre Billard dans une réalisation de Dominique Briffaut. Vous écoutez France Culture, il est 17h. Tout de suite, nous retrouvons Jean Lebrun. Sur les docks. Proverbe du XVIe siècle. Qui a marâtre a le diable en l'âtre. Citation de La Bruyère, là, nous sommes au XVIIe siècle. Ce qu'une marâtre aime le moins au monde, ce sont les enfants de son mari. Plus elle est folle de son mari, plus elle est marâtre. Alors, le mot marâtre, oui, remplacé par ce belle-mère. Il y a des belles-mères, va nous dire ce documentaire de Maëlys Bessery, féminines et d'autres plus maternelles. Mais les belles-mères, finalement, tiennent assez, pour quelques-unes d'entre elles au moins, qui se sont réunies en un club au mot de marâtre. Alors le principe de ce club que vous allez découvrir, c'est parler de la situation des belles-mères dans les familles décomposées, recomposées avec leurs beaux enfants, sans jugement, et dans le face-à-face avec l'interlocutrice et non pas avec les beaux enfants. Il était une fois, dans un pays lointain, un royaume paisible et prospère, qui baignait dans le romantisme et les traditions. Pour moi, une marâtre, c'est quelqu'un qui endosse des fonctions maternelles et qui n'est pas du tout à la hauteur dans ce rôle, volontairement ou non.